messieurs les secrétaires perpétuels honoraires, monsieur le recteur honoraire, chères consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, l'article 10 du règlement de notre académie stipule que la classe des lettres et des sciences morales et politiques tiendra sa séance publique annuelle au mois de mai. Et à celles et ceux qui auraient un instant l'idée que cette décision soit due à l'arbitraire de l'un de mes prédécesseurs, je voudrais tout de suite dire qu'il n'en est rien du tout. Le mois de mai, en fait, vit naître Marie-Thérèse, Walburge, Amélie, Christine de Habsbourg. En effet, notre bienfaitrice, à qui l'on doit, en 1772, d'avoir institué notre académie, certes sous un nom un petit peu différent, puisqu'elle était à l'époque impériale, en plus d'être royale. Et une photographie de notre bienfaitrice, à peu près de la même époque, ce tableau qui vient de la salle à manger du petit appartement de la reine à Versailles, pour des raisons qui ne vous échapperont guère, des raisons filiales, la montre, bien sûr en grand deuil, de son royal époux, montrant ses 3 couronnes, puisqu'en plus d'être impératrice et reine de Bavière, elle est très roi de Hongrie. Donc, et cette impératrice, Marie-Thérèse, était née le 13 mai 1717. Elle aurait eu hier 301 ans. Et c'est pour cette raison que la classe des lettres, des sciences morales et politiques, tient sa séance publique à la date la plus proche de la date anniversaire de notre fondatrice. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de nous réunir aujourd'hui, juste, c'est vrai, un jour après son anniversaire. C'est dire d'emblée l'importance pour notre compagnie de la tradition, sans pour autant que celle-ci nous détourne des enjeux contemporains. Enjeux contemporains de la science, enjeux contemporains de la culture, et parmi ces enjeux, l'ouverture de notre académie à nos collègues étrangers. Je voudrais immédiatement remercier Raphaël et Simone de nous avoir rejoints et d'assurer la lecture de notre séance publique. Et je remercie également la classe d'avoir pensé à s'ouvrir à ses membres associés. Tout ça est fort important. Parmi les enjeux aussi, une meilleure association de nos jeunes collègues aux travaux et à la vie de notre académie. Et en ce sens, les prix et subventions que nous proclamerons en fin de séance manifestent ce rôle de l'Académie royale de Belgique dans le développement et le soutien à la recherche. Voilà, je cède immédiatement la parole à notre présidente, Monique Mundopchi, qui va nous parler d'un sujet qui me tient à cœur à plusieurs titres et que j'aurai beaucoup de plaisir d'entendre, d'ailleurs, comme j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec notre présidente depuis quelques mois maintenant. Monique, à toi le pupitre. Le mythe de l'âge d'or et le mythe de Prométhée jouissent d'une survie remarquable dans l'imaginaire occidental. Le fait n'est pas surprenant dans la mesure où l'un et l'autre abordent la question de l'existence première des hommes sur la Terre et tentent de répondre aux interrogations de l'humanité face à sa propre évolution. Pour m'en tenir au mythe de Prométhée et à sa longévité, le sujet a été traité de façon magistrale par Raymond Trousson, dont le livre « Le thème de Prométhée dans la littérature européenne » édité une première fois en 1969, n'a pas pris une ride. C'est pourquoi je situe le propos de cette leçon dans son sillage. Mais pour mesurer le chemin parcouru entre les témoignages antiques et les références actuelles, je m'appuierai sur des textes marqués par le mouvement de mai 68 et par l'émergence des partis écologiques, dont le livre de Raymond Trousson n'a évidemment pas eu l'occasion de traiter. Précisons d'emblée
que le mythe de Prométhée comprend plusieurs épisodes rapportés essentiellement par 4 auteurs grecs. Hésiode, dans ses 2 œuvres didactiques, La Théogonie et Les Travaux et les Jours. Échille, ou un auteur anonyme qui s'est inspiré de lui dans la tragédie Prométhée enchaînée, plus quelques extraits, quelques fragments du Prométhée délivrés. Platon dans le Protagoras et Lucien de Samosate dans le dialogue Prométhée ou le Caucase. Pour résumer brièvement le contenu du mythe, rappelons que Prométhée est un dieu à part entière, auquel certaines versions attribuent la création des hommes. En tout état de cause, il s'érige leur protecteur. C'est pourquoi, lors du partage d'un bœuf sacrificiel, partage qu'il est chargé d'arbitrer, il donne aux hommes la viande et à Zeus les os et la graisse. Puis, lorsque Zeus se venge de cette tromperie, en refusant désormais d'envoyer aux mortels le feu de sa foudre, Prométhée dérobe le feu d'Héphaïstos pour le donner aux hommes. Les représailles ultimes de Zeus s'exercent à la fois sur les protégés et sur le protecteur. Les hommes reçoivent en présent fallacieux la femme séduisante qui est un mal en soi et qui apporte avec elle les maux de la condition humaine, tandis que Prométhée étant condamné à être enchaîné à un rocher du Caucase et à voir son foie dévoré chaque nuit par un aigle, vous avez vu le tableau de Rubens, et reconstitué chaque matin. Le récit mythique s'achève toutefois sur un apaisement. Les hommes conservent le feu acquis par ruse, tandis que Zeus autorise Héraclès à tuer l'aigle, après que Prométhée ait consenti à lui révéler l'oracle, dont la réalisation devait provoquer son renversement. Étant donné le temps qui m'est imparti, c'est uniquement le don des techniques associées au feu qui sera analysé ici, en rapport avec le contexte politique actuel dans lequel il est régulièrement évoqué. Depuis la contestation de mai 68 à l'égard du mode de vie contemporain, un débat passionné s'est instauré à propos des innovations technologiques qui y sont associées, telles la production de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et plus récemment la biotechnologie et la génétique. L'antiquisant constate avec un certain amusement que le mythe de Prométhée était invoqué à la fois par les partisans et adversaires de ces technologies, comme en témoignent les exemples suivants. Le premier, fourni dans la revue des anciennes polytechniques par Jacques Bourdillon, qui fut un ingénieur des ponts et chaussées. Je viendrai tout de suite sur le suivant. Citons le texte de Bourdillon, vous l'avez sous les yeux. Donc, Prométhée, aujourd'hui, accepterait les contraintes de la bioéthique, mais refuserait l'arrêt de la croissance que certains proposent au nom de la précaution. Il faut le délivrer, non du vautour, il a oublié que c'était un aigle, mais du mauvais procès qui lui est fait, et nous insérer dans la longue chaîne des efforts prométhéens au service de la vie, en gardant l'espérance. Prométhée représente pour l'humanité le symbole du combat contre la nature. Depuis toujours, l'homme n'a cessé de lutter contre la misère, contre le froid, contre la maladie, contre la violence du monde qui l'entoure. Il a refusé de se plier aux lois de la nature, d'être un animal ou d'être seulement un animal. Ce refus, il l'exprime depuis les origines, depuis l'invention du feu, de l'écriture et du calcul, et dans cette lutte, la science est venue assez tard fournir des armes. Le second texte est fourni par Hans Jonas dans son livre donc, Le principe de responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, dont la première édition est parue en allemand en 1979, et dont ce livre étant un livre de référence de la pensée écologique radicale. Le Prométhée, définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et à l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties,
empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. La soumission de la nature destinée au bonheur humain a entraîné par la démesure de son succès, qui s'étend maintenant également à la nature de l'homme lui-même, le plus grand défi pour l'être humain que son faire ait jamais entraîné. Ces deux textes font donc de Prométhée le symbole par excellence du combat contre la nature et de la soumission de celle-ci, et ils jouent l'un et l'autre sur le titre de la tragédie d'Échille, en invoquant donc l'un l'obligation de délivrer Prométhée des ennuis que lui vaut le procès contre ses inventions technologiques, et l'autre l'obligation de l'enchaîner à nouveau, vu l'hybris, c'est-à-dire l'orgueil ou l'arrogance à laquelle celui-ci s'est laissé aller. Je me propose d'examiner avec vous brièvement à cette aune ce que nos auteurs grecs, essentiellement Échille et Platon, ont dit à ce propos. Une première transformation du mythe saute aux yeux. Les deux textes cités évacuent complètement, et c'est le fruit d'une longue tradition, mais évacuent complètement la dimension divine de Prométhée, qui joue un rôle particulièrement important dans la tragédie d'Échille. Car le sujet de celle-ci est précisément le conflit qui oppose avec une violence inouïe deux générations de dieux, au terme d'une guerre des partisans de Zeus contre ceux de Cronos détrôné par son fils. Entre Prométhée, toujours présent, apparenté aux dieux anciens, et le jeune Zeus absent de la scène, mais qui pèse lourd sur le déroulement du drame, l'enjeu de la lutte est une prérogative de la royauté qui engendre l'hubris des deux parties. Différentes réactions des personnages intervenant dans la pièce insistent sur la brutalité avec laquelle Zeus exerce sa nouvelle souveraineté, brutalité qui le pousse à infliger à Prométhée un châtiment disproportionné par rapport à la faute, ce qui est contraire au principe de la justice. Par ailleurs, de nombreux vers, placés aussi bien dans la bouche des amis de Prométhée que dans celle de ses ennemis, affirment que le vol du feu est une faute grave, moins parce qu'il favorise les mortels que parce qu'il bafoue l'ordre établi dans le monde divin, en contrecarrant la volonté souveraine de Zeus, désireux de créer une nouvelle race humaine. Ainsi s'explique le peu de cas que font les uns et les autres des humains protégés par Prométhée. Même le cœur des Océanides, dont la sympathie est tout entière acquise à Prométhée, lui reproche son intérêt pour des êtres insignifiants. Où est l'appui, le secours que t'apportent les éphémères, ceux qui ne vivent qu'un jour? Ne vois-tu pas la débile impuissance, pareille à celle des songes, qui entravent les pas de l'aveugle race humaine? Jamais volonté mortelle ne violera l'ordre établi par Zeus. Je vous demande de retenir l'aveugle race humaine parce que nous y reviendrons. Une deuxième transformation du mythe concerne les circonstances dans lesquelles intervient l'éloge des techniques figurant dans le Prométhée enchaîné et dans le Protagoras. Rappelons d'abord que l'éloge des techniques qui ont sorti les hommes de leur animalité et les ont rendus aptes au raisonnement et à la réflexion, loin d'être une spécificité échylléenne, est récurrent au Ve siècle, au point qu'on a pu parler de cette époque comme d'une ère placée sous le signe du progrès et d'un renversement de la représentation de l'âge d'or. La construction de maisons de pierre et de briques, la chasse, la pêche, la domestication des animaux, la navigation, la médecine, l'astronomie, l'exploitation des richesses minérales du sous-sol, l'art de la divination, l'accès aux mathématiques, la science du nombre, l'acquisition de l'écriture, mémoire de toutes choses, constituent des critères de civilisation dans lesquels puise non seulement Échille, mais également Sophocle dans un chœur de sa tragédie Antigone et Euripide dans sa tragédie Les Suppliantes, à une différence près, ni Sophocle ni Euripide n'attribuent ces bienfaits à l'action de Prométhée.
De son côté, Platon se livre à une évocation semblable à celle d'Échille, avec intervention du Titan. Je rappelle le contexte. Zeus ayant laissé à Prométhée et à son frère Épiméthée le soin de répartir entre tous les vivants les qualités dont ils avaient besoin pour subsister, Épiméthée dispense celle-ci à toutes les espèces animales en laissant les hommes démunis. Prométhée corrige heureusement l'œuvre de son frère en leur offrant le feu d'Héphaïstos, initiateur des techniques qui leur permettront de produire artificiellement et de répandre, grâce à l'acquisition du langage articulé, les instruments de leur survie. On comprend aisément pourquoi cet éloge répété de l'évolution humaine s'inscrit dans l'ère du temps. Après ses victoires contre les Perses et contre les Carthaginois, le monde grec jouit d'une ère de prospérité et d'une paix relative qui porte à l'optimisme. D'autre part, son expansion dans la Méditerranée l'a mise en contact avec des populations qui ne connaissent pas toutes le même développement technique. Enfin, la cité athénienne, particulièrement à l'époque d'Échille et de Sophocle, est fière du système démocratique qu'elle a promu et qui lui semble incarner le modèle de l'équilibre tant recherché par les Grecs. Il convient aussi de situer cette description des acquis engrangés grâce au don du feu dans la perspective globale de la tragédie d'Échille. Celle-ci permet à Prométhée de plaider sa cause auprès de ses interlocuteurs en leur démontrant l'ampleur de sa générosité. Le premier texte qui introduit la description des dons de Prométhée: « Écoutez en revanche les misères des mortels, et comment des enfants qu'ils étaient, j'ai fait des êtres de raison doués de pensée. Je veux le conter ici, non pour dénigrer les humains, mais pour vous montrer la bonté dont leur a témoigné mes dons. » En même temps, ces descriptions l'amènent à pratiquer l'autodérision, qui rejoint de la sorte l'opinion du cœur évoquée peu avant. Et c'est le deuxième texte qui termine les descriptions. « Et moi, qui ai pour les mortels trouvé tant d'inventions, ne possède pas dans mon malheur le moyen ingénieux qui me délivrerait de ma misère présente. » N'oublions pas enfin qu'Échille recourt volontiers à des morceaux de bravoure pour meubler l'attente de l'événement unique sur lequel sont centrées ces tragédies assez statiques. Les descriptions des dons de Prométhée rejoignent ainsi celles des errances d'Io dans la même pièce et de la bataille de Salamine dans la tragédie Les Perses, et ce ne sont que deux exemples parmi d'autres. Une troisième transformation se révèle à propos de la perspective générale que l'utilisation du mythe est censée illustrer. Contrairement à l'opinion attestée par les deux textes contemporains que j'ai cités, le mythe de Prométhée, chez les auteurs que je vous ai mentionnés, n'envisage pas une pratique hybristique, si je peux inventer le néologisme, de l'homo faber, comme le prouvent les compléments ajoutés par Échille et par Platon au don prométhéen du feu. Le complément de Platon ne nous retiendra pas longtemps, car il est évident dans sa formule et dans son analyse. Le récit élaboré par le philosophe démontre en effet que la possession des techniques n'a pas suffi à protéger les premiers hommes contre les animaux, toujours répartis plus forts qu'eux, parce qu'ils étaient incapables de s'unir durablement, leur ignorance de l'art politique. Zeus comble dès lors cette lacune en accordant à tous la justice et le sentiment de l'honneur, aidos, qui seuls permettent une vie harmonieuse à l'intérieur de la cité, alors que l'utilisation des techniques est l'affaire de spécialistes. Platon, en cela optimiste, rejoint de la sorte l'opinion exprimée par un Sophocle plus réservé, selon lequel l'homme est certes merveilleux, mais en même temps redoutable,
grâce au progrès technique qu'il a réalisé. Car c'est l'usage de ces techniques seules qui déterminera leur caractère positif ou négatif pour la survie de l'espèce. Et vous avez sous les yeux la fin du chant de l'Antigone, avec son savoir ingénieux qui passe toute attente, l'homme progresse ou l'humain progresse vers le mal ou vers le bien. S'il observe les lois du pays et la divine justice des serments, grande est la cité, mais que l'audace soit en lui, l'audace ou l'arrogance, plus de cité. Chez Échille, nous avons vu, l'Ibris intervient dans le conflit qui oppose Zeus et Prométhée. En revanche, l'autre don de Prométhée, qui accompagne celui du feu, ne procède pas d'une considération morale. Il offre aux hommes l'oubli de leur condition de mortels grâce aux espérances aveugles. Donc, c'est la deuxième fois que l'on retrouve le terme. Oui, dit Prométhée, j'ai ôté aux mortels de prévoir, de voir devant eux leur trépas. Quel remède as-tu trouvé qui les en guérisse? J'ai établi en eux d'aveugles espérances, typhlas elpidas en grec. Tu as rendu là un grand service aux humains. Il importe de préciser le sens du nom elpis utilisé dans cet extrait, car il est ambigu en grec à plusieurs points de vue. D'abord, le nom désigne l'attente d'un événement ou d'un fait bénéfique, autrement dit l'espérance, mais il peut également désigner l'attente d'un événement et d'un fait que l'on redoute, autrement dit la crainte face à l'avenir. Ensuite, l'attente positive qu'est l'espérance a des conséquences qui peuvent être négatives ou positives dans la vie concrète. Elle est néfaste par sa vacuité, lorsqu'elle se fonde sur le refus d'évaluer objectivement une situation, comme ne manque pas de le vérifier le paysan paresseux blâmé par Hésiode, avant La Fontaine, en tant qu'ultime recours, quand les épreuves et les difficultés s'abattent sur les humains. Car le paysan paresseux va donc compter sur autrui pour le nourrir en cas de famine. Mais l'elpis est bienfaisante, en tant qu'ultime recours, quand les épreuves et les difficultés s'abattent sur les humains. Si elle n'existait pas, il ne leur resterait plus qu'à souhaiter, avec le poète Théognis, de n'être point né, et si l'on naît, franchir au plus vite les portes de l'Hadès et reposer sous un épais manteau de terre. Mais cette elpis bienfaisante a elle aussi une contrepartie. Elle ne valorise pas nécessairement ceux qui l'éprouvent, car elle se fonde sur un manque de lucidité des humains à l'égard de leur statut dans le monde ordonné par les dieux, et il s'agit d'un manque de lucidité qui les ravale, selon une opinion largement répandue, au niveau des animaux ou des enfants. Comme le dit déjà le poète Sémonide d'Armorgos, au moins un siècle avant Échille, « Mon enfant, Zeus au sourd grondement détient la fin de tout ce qui existe et dispose tout comme il l'entend. Mais les hommes n'ont pas d'intelligence, créatures du moment, donc éphémères. Ils vivent comme du bétail, sans rien savoir de la fin que la divinité réservera à chaque chose. L'espoir et la confiance nourrissent tous les hommes dans leur poursuite de projets irréalisables. Les uns attendent le lendemain, d'autres le tournant des années. Il n'existe en fait aucun des mortels qui ne croit que l'année suivante, il sera comblé de richesses et de biens. Or, poursuit-il, je n'ai pas mis le texte sous vos yeux, les hommes sont guettés, à tout le moins par la vieillesse, sinon par les maladies funestes, les tueries des guerres, les naufrages pour ceux qui partent au loin chercher leur subsistance, quand ce n'est pas le suicide qui met fin à leur vie misérable. C'est pourquoi leur inconscience les pousse à subir passivement leur sort, alors qu'ils pourraient se grandir en assumant la fragilité de leurs projets. Et Sémonide d'envisager deux attitudes face à ce défi, une forme d'ataraxie ou d'indifférence qui limite autant que possible les initiatives susceptibles de causer émotion ou souffrance, et un hédonisme raffiné
qui invite à bien profiter de la vie pendant qu'il est encore temps. Et c'est la fin du poème, et d'autres poèmes disent la même chose. Rien n'est à l'abri des maux, mais innombrables et imprévisibles sont les puissances maléfiques, les souffrances que connaissent les mortels. Si donc l'on m'en croyait, nous n'aspirerions pas à ce qui fait notre malheur, et nous ne nous torturerions pas en prenant à cœur ce qui nous vaut de tristes souffrances. À l'opposite de la vision de Sémonide, le Prométhée d'Échille, tout à son activité de donateur des techniques, ne se préoccupe pas des manières plus ou moins grandioses d'affronter le destin tragique de l'humanité. Il considère au contraire que l'absence de lucidité poussera les humains à fabriquer les moyens de leur survie sans se poser les questions délétères qui détruiraient ou diminueraient leur énergie créatrice. Les espérances aveugles ne signifient donc pas un refus de s'interroger sur le sens du progrès technique, comme l'ont envisagé certains commentateurs contemporains, mais un oubli utile de la fugacité et de l'inconsistance de l'existence humaine face à l'éternité et la puissance qui appartiennent aux dieux. Et ce n'est pas la vision de l'homme dans le dialogue de Lucien qui change la donne, puisque, selon notre auteur satirique, les hommes n'ont été créés par Prométhée que pour renvoyer aux dieux une image flatteuse d'eux-mêmes, contrastant avec l'infériorité des créatures. Et je ne cite qu'un bref extrait. Si les hommes n'eussent pas été créés, la beauté de l'univers serait demeurée sans témoin. Et nous autres dieux, nous serions riches d'une richesse que personne n'admirerait. Enfin, nous ne comprendrions pas l'étendue de notre félicité si nous ne voyons aucun être privé de ce bonheur. Car la grandeur d'un objet ne se prouve que par sa comparaison avec un petit. De ce sujet vaste que j'ai partiellement abordé et d'une problématique tout juste esquissée, il ne peut être question de tirer de nombreuses conclusions. Aussi me contenterai-je d'en épingler deux. Premièrement, la confrontation du mythe de Prométhée avec les deux textes contemporains cités au début de ma leçon atteste une évolution dans la survie de celui-ci. Une évolution que l'on retrouve également pour d'autres mythes. Vu son extrême malléabilité, qu'atteste sa longue histoire retracée par Raymond Trousson, Prométhée en vient incarner différents concepts, tels que la promotion des technologies, le salut de l'humanité, la rébellion contre un ordre divin, et devient ainsi dématérialisé, sa mention conservant tout juste un peu plus d'épaisseur que les métaphores usées prométhéen, prométhéisme, avec lesquelles on tente à le confondre. Pour échapper à la fossilisation qui le guette dans ce type d'emploi, Prométhée aurait besoin aujourd'hui d'être porté par le souffle inspiré de nouveau Goethe, Shelley et Victor Hugo. Deuxièmement, le mythe de Prométhée, à l'instar d'autres mythes, traite de problèmes concernant une grande part, si pas toute l'humanité, mais que les sources grecques analysent en fonction de leur environnement culturel. Il en résulte que la problématique de ce mythe est à la fois proche et différente de la nôtre. En ce qui concerne la ressemblance entre les Grecs antiques et nous refusons semblablement de faire de l'initiation aux techniques offertes par Prométhée un don parfait et le socle exclusif de la civilisation. Au contraire, avec Sophocle et Platon, nous sommes conscients que ce bienfait doit être complété par des vertus qui assurent la cohésion sociale et la vie de la cité. En revanche, nos espérances ne sont pas aveugles comme celles qui doivent permettre, selon le Prométhée d'Échille, d'exploiter les possibilités technologiques et d'innover sans cesse. Car les Grecs n'envisageaient pas le futur de façon aussi positive que nous, convaincus qu'ils étaient que, avec Sophocle, mais il y a tellement d'autres textes, joies et peines pour tous, toujours, vont alternant. On croirait voir la ronde des étoiles de l'ours,
et qu'on ne peut savoir pour aucun mortel avant qu'il soit mort si la vie lui fut ou douce ou cruelle. Inversement, les sociétés occidentales ont envisagé l'avenir avec une lucidité confiante grâce aux religions monothéistes qui promettaient un au-delà heureux, rachetant les misères d'ici-bas pour ceux qui avaient vécu honnêtement, et grâce aux Lumières qui croyaient au progrès en tant que devenir d'une humanité en marche vers un surplus de savoir, de puissance et de bonheur, les progrès déjà acquis garantissant les progrès à venir, comme le pensait Condorcet. Alors j'ai pris plutôt le texte de Victor Hugo parce que je suis restée dans le domaine de la poésie pour terminer sur cette note positive. Et la dernière des conclusions, c'est que les mythes grecs ont encore beaucoup à nous enseigner, pourvu que nous nous donnions la peine de les comprendre, qu'ils nous rejoignent dans nos préoccupations ou qu'ils nous stimulent par leur altérité. Je vous remercie de votre attention. Il me reste maintenant une dernière mission qui est pour moi un honneur et un plaisir, c'est celle de vous présenter notre conférencier, donc Raffaele Simone, membre associé de notre classe. Monsieur Simone est diplômé en philosophie et professeur émérite de l'Université de Rome III, où il a été titulaire de la chaire de linguistique. Dans ce cadre, il a mené des recherches sur la grammaire italienne, sur la linguistique générale, sur le langage expliqué aux enfants et sur le texte parlé et écrit. Le temps me manque pour vous communiquer l'abondante bibliographie qu'il a consacrée à ces différents sujets. Ses compétences l'ont amené par ailleurs à réfléchir sur les pratiques de la médiasphère et sur l'influence de celle-ci dans la perception du nouveau monde en train de se forger, en particulier sur la politique au sens noble de service à la cité. Il a écrit plusieurs ouvrages stimulants sur ce sujet, dont celui qui a reçu le prix du livre européen en 2017, « Si la démocratie fait faillite », publié en italien en 2015 et en français, traduit en français en 2016. Il nous offre ainsi un superbe témoignage qui devrait nous encourager tous dans nos travaux. Il n'y a aucun domaine spécialisé qui ne puisse, à un moment ou à un autre, permettre une approche affinée des enjeux actuels. Cher monsieur Simone, je ne serai pas plus longue, bien qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire, car je suis certaine que votre public est impatient de vous entendre. C'est donc avec plaisir que je vous cède la parole. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier pour m'avoir fait l'honneur de cette invitation, l'Académie en tant que telle, la classe, sa présidente et monsieur le secrétaire perpétuel. Comme Madame Dupchy vient de le dire, j'ai deux domaines typiques dans mes intérêts. L'un public et académique, qui est la linguistique déclinée sous plusieurs formes, et de l'autre côté, un domaine plus privé, mais répondant à une vocation et un intérêt ancien, donné ma formation en philosophie, qui est l'analyse de la modernité. Dans ce cas, je me pose carrément dans le deuxième de ce domaine en vous proposant une analyse du concept d'identité tel qu'il se présente dans la modernité la plus récente, et en particulier dans la médiasphère, dont je dirai quelques mots au fur et à mesure, tout à l'heure. Dans la deuxième édition de son essai sur l'entendement humain, à la fin du XVIIe siècle, Jean Locke définit le concept, le terme d'identité personnelle. Pour ce faire, il évoque ce tissu de souvenirs et de conscience que chacun garde en lui tout au long de sa vie et qui assure, même à distance de temps et dans des conditions modifiées, que le sujet en question soit toujours le même. Le terme d'identité, en fait,
est strictement relationnel, car il comporte une comparaison continue entre le soi d'un certain instant et le soi d'un autre instant pour vérifier s'ils coïncident toujours. Ce petit passage de Locke donne une idée de sa manière de voir la question. Pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle, il faut voir ce qu'importe le mot de personne. C'est, à ce que je crois, un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui se peut considérer, la traduction c'est fin du 19e, qui se peut considérer soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux. Ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions, lequel est inséparable de la pensée. Bien avant Locke, le christianisme avait donné une solution pour son compte au problème de l'identité, en attribuant à chacun une âme immortelle. C'est bien elle, l'âme, l'élément identitaire le plus solide et stable, c'est elle qui assure la continuité et l'identité de chacun. En outre, elle peut compter sur un agent de contrôle, pour ainsi dire, absolument infaillible. C'est Dieu lui-même en personne qui sait bien qui chacun de nous est vraiment et qui tient, pour ainsi dire, le registre civil total, univoque et perpétuel de l'humanité. Donc, l'on peut là se déguiser, se cacher, mentir, être le double de quelqu'un d'autre, cela ne servira à rien. La comptabilité de ses mérites et des mérites continuera sans cesse et à la fin des temps, chacun aura son verdict. Le risque d'une erreur judiciaire, là, est nul. Locke, lui, laïcise ce concept en décrivant une situation idéale. Vous le voyez dans cette citation. Car l'identité personnelle qu'il conçoit est assumée comme simple, unifiée et permanente. Simple, une seule, unifiée, c'est-à-dire pas multiplicable, et permanente, toujours la même. Chacun sait qui il est ou elle est, et il reste ce qu'il est ou elle est tout au long de sa vie. Après une longue élaboration dans la philosophie et dans les sciences humaines, ce concept refait surface à l'oreille de la modernité quand une vague d'analyse s'active qui pousse vers la conception actuelle. Il suffira de penser ce sujet aux médecins philosophes de la fin du XIXe siècle, comme Pierre Janet ou Théodule Ribot, qui, à la fin de ce siècle, théorisent à mi-chemin entre la psychiatrie et l'analyse philosophique que chacun de nous abrite, je cite, une confédération des âmes, ou bien, je cite, c'est toujours Ribot qui parle, un tout de coalition. Cette multiplicité originaire d'identité se soumet d'ailleurs à l'hégémonie de l'une d'elles, qui finit par constituer, dit Ribot, le moi soleil. Dans ce tas de petites consciences, c'est encore Ribot qui parle, ce tas de petites consciences, le chaos peut aussi se produire quand et si le moi soleil perd la maîtrise des autres. En dépit de cette terminologie fantaisiste, l'idée d'une colonie de personnalités, c'est Pierre Janet qui parle, est une proposition sérieuse qui aura des influences profondes par la suite dans les sciences psychologiques aussi qu'en littérature et dans les arts. Par exemple, elle réapparaît chez Freud, chez Bergson, chez Pirandello, comme on verra dans quelques instants, et plus récemment chez Antonio Tabucchi, l'écrivain italien bien connu dans le monde francophone. En effet, la psychanalyse, la psychiatrie et d'autres sciences humaines nous montreront dans le détail que le périmètre de l'identité personnelle renferme plusieurs éléments. L'identité personnelle de Locke n'est donc pas le tas de petites consciences des médecins français. Il y a bien des différences. Pour éclairer ce point, je distinguerai dans l'identité personnelle deux blocs séparés, même si l'un relié à l'autre. J'appelle le premier bloc identité sociale. C'est l'identité qui se définit comme appartenance à une communauté. Elle consiste en effet dans un sentiment de partage, d'appartenir, d'intégrer un groupe, une société, d'en être un composant ou un représentant.
Ces identités s'expriment verbalement dans la formule « je me sens un », par exemple, européen. Or, dans chacun de nous, cette identité sociale n'est pas unique. Chacun est le porteur de plusieurs identités sociales qui cohabitent et s'alternent. Je peux, moi, par exemple, me sentir un Européen, un Italien, un Romain, un laïc, un amateur de la musique classique, etc., etc. La pluralité des identités sociales n'est pas tenue d'être cohérente. L'on peut en avoir plusieurs et passer ou même glisser de l'une à l'autre sans en apercevoir, selon les circonstances et les manifestations de soi que l'on veut donner. C'est le cas, par exemple, quand on dit « en ce moment, je parle en tant président de cette séance » ou bien « où je parle en ma qualité de secrétaire d'une association ». En passant d'une qualité à l'autre, les opinions que l'on cultive et exprime peuvent changer, comme dire que chaque volet de l'identité sociale comporte un dépôt interne indépendant de celui des autres identités. L'identité sociale a d'autres propriétés intéressantes. Premièrement, elle est une ressource essentielle pour compenser les défauts individuels de chacun et pour remplir les vides qu'on est. En effet, l'on se procure chez le groupe ce qui lui manque personnellement. Une foi, des convictions, des coutumes, des habitudes, des slogans. Cet amas que l'on puise dans la collectivité se transmet d'une génération à l'autre. Cela revient à dire que sur cette identité pèse l'histoire personnelle et collective. Deuxièmement, l'identité sociale ne se manifeste que dans l'arène publique, c'est-à-dire que quand l'autre nous observe et nous qualifie. C'est là justement que l'on apparaît dans sa qualité d'Européen, de laïc ou d'amateur de la nature. Quand l'arène publique fait défaut, l'une ou l'autre des identités dont chacun est porteur peut se retirer, rester en silence ou même être délibérément caché pour des raisons différentes. Il y a des peuples qui sont restés sans nom pendant des siècles. C'est le cas par exemple des Banandés du Zaïre. Ils ne s'appelaient que Baïra, qui veut dire génériquement agriculteurs, avec une allusion générique à leur activité primaire. Ils n'ont pris leur nom actuel que quand ils ont été exposés au contact avec d'autres communautés dans un schéma de mondialisation et ont considéré essentiel se doter d'un nom. Troisièmement, les différentes identités sociales ou l'une d'entre elles peuvent être cultivées en cachette quand des raisons de sécurité l'imposent. Les exemples d'identité cachée sont nombreux dans l'histoire. Celui des Maranes, par exemple, les Juifs d'Espagne, qui après la conversion forcée de 1492, tout en s'affichant comme des chrétiens, continuaient clandestinement leurs pratiques religieuses, ou la maison bourgeoise d'Amsterdam, indiquée comme Hans Lieve Heer op Zolder, qui cachait au XVIIe siècle une église où les catholiques, auxquels les calvinistes avaient interdit la messe publique, pouvaient pratiquer leur culte. Parfois, le besoin de masquer son identité sociale donne lieu même à des institutions. L'on peut mentionner à ce sujet la figure islamique de la taqiyya, qui veut dire simulation, mais proprement être vigilant, prendre garde, pratiquée surtout par les chiites. La taqiyya prévoit la possibilité de cacher ou dissimuler son appartenance religieuse en affichant en public une différente, soit pour déjouer le risque de persécution, soit pour s'infiltrer malicieusement dans une autre communauté. Finalement, l'identité peut encore comporter des signes et des marques d'appartenance, aussi invisibles que visibles. Pensons par exemple à la kippa des Juifs et à la circoncision qu'ils ont en commun avec plein de groupes ethniques et religieux, ou bien au dastar et au kirpan, le turban et le poignard sacré des Sikhs. Pensons dans un domaine tout à fait différent aux signes de reconnaissance et d'appartenance des supporters d'équipes de football ou sportives en général. Toutes les propriétés que je viens d'indiquer relèvent d'un fait primordial, qui est le suivant. L'identité sociale n'est pas une donnée naturelle.
elle nous est attribuée par les autres. Donc c'est un phénomène strictement social. C'est très important, notamment dans la perspective politique, car dans l'histoire, sont nombreux les cas où des groupes se réclament d'une seule identité qu'ils opposent à celle des autres. La revendication de l'unicité d'identité politique est typique des positions extrêmes et se relie à l'impulsion à la pureté identitaire. Il ne faut pas mélanger les identités traditionnelles. Parmi les différentes identités sociales dont chacun est porteur, il y a une hiérarchie, elle aussi définie par la société. Chacune de ces identités peut être certifiée par un document qui l'atteste et la rend visible. Dans les sociétés avancées, c'est l'identité nationale qui l'emporte, c'est-à-dire l'appartenance à un pays, le fait d'en être citoyen. Par conséquent, les documents attestant l'appartenance politique sont les plus importants et ne peuvent être émis que par des autorités reconnues. Là, l'identité sociale coïncide avec l'individu, c'est-à-dire je suis ce que mes documents disent que je suis. L'identité nationale est représentée synthétiquement par quelques éléments spécifiques. Le visage, qui est considéré comme unique, comme le montre la photo des documents d'identité, justement, et le nom. Elle sert à une opération de police typique qui est l'identification, où l'évocation de l'identité est évidente. Au niveau politique, donc, l'identité sert à l'identification et l'identification renvoie à la physicité de la personne, c'est-à-dire à son corps. C'est par rapport à cette identité officielle que se définissent les détournements possibles d'identité, une partie desquels sont traités comme des crimes. Par exemple, les sosies, les doubles, les identités fictives, les déguisements, les vols d'identité, etc. À côté de l'identité sociale, il y a l'identité antérieure, qui ne se définit pas en termes d'appartenance, mais en termes d'essence. La question cruciale, là, n'est donc plus, comme dans le cas précédent, je me sens un Européen, ou bien je suis un des Européens. Elle est plutôt je suis sincère, je suis menteur, je suis généreux, je suis hypocrite. Ou, pour remplir la case vide, il n'est pas besoin d'un nom de groupe, mais d'un adjectif de qualité concernant les états antérieurs. Les identités antérieures sont, elles aussi, multiples. On en a normalement une, relativement stable, que tout le monde connaît, et qui peut représenter emblématiquement la personne en sa totalité. L'on peut dire par exemple, Jean est généreux, Pierre est méchant, Louise est active. Par contre, aucune de ces propriétés n'est attestée par des documents. Il n'y aura pas dans les cartes d'identité l'indication sadique, généreux, gentil, aimable. Même si ces propriétés, ce sont nos propriétés à nous. Il y en a aussi d'autres qui peuvent être connues ou non par les autres et bien évidemment connues pas par nous-mêmes. Les identités antérieures se partagent donc à deux catégories, d'après le degré de reconnaissance par l'autre. Il y en a de publics d'un côté et d'autres qui sont cachées ou secrètes. Les deux niveaux ne sont pas nécessairement cohérents. Chacun d'entre nous peut être, par exemple, un bon parent, un ami sociable et un partenaire généreux dans la sphère privée, et en même temps un sujet dur et cruel au travail, ou bien doux et affectueux en public et sadique dans la vie amoureuse. Les deux types d'identité, en plus, se disposent tout au long d'une échelle qui va des cas que l'on peut considérer comme normaux à ceux qui sont carrément pathologiques. Plusieurs troubles de la personnalité se caractérisent exactement par ce trait. Le narcissisme pervers, par exemple, se définit par la dissonance dramatique entre l'identité publique et la privée qui sont tout à fait opposées. L'on en a une représentation puissante dans le film Gaslight 1944 qui a prêté son nom au syndrome correspondant. Dans le trouble dissociatif de l'identité, TDI ou à l'anglaise Dissociative Identity Disorder, DID, l'identité A ne sait rien de l'identité B
qui résident dans la même personne. Les deux identités peuvent se différencier, ce qui paraît incroyable et presque impossible, aussi par d'autres traits criants. La voix du sujet, qui peut changer d'une identité à l'autre, l'âge qu'il ou elle s'attribue, le genre, la gestualité, l'écriture, les souvenirs autobiographiques. Là aussi, l'art nous donne des illustrations fort éloquentes. Il suffit de penser au film Sibylle, 1974, l'histoire d'une femme dans laquelle 16 identités furent reconstruites, ou au célèbre Psycho de Hitchcock, 60, dont le protagoniste change de voix en passant de l'une de ses identités à l'autre. Malgré les différences, les deux types d'identités ont des aspects en commun. Elles sont multiples, elles peuvent faire surface ou se cacher d'après les circonstances, elles s'alternent l'une à l'autre et surtout, elles sont instables. En détail, ce dernier qui est central dans mon argumentation d'aujourd'hui. Les humains tendent en fait inlassablement au mimétisme identitaire. La raison de ce phénomène, qui contraste avec le modeste mimétisme que pratiquent les animaux pour des raisons de survie, est obscure. De toute façon, la multiplicité des identités antérieures est un aspect normal de la vie et ne doit pas forcément aboutir à la pathologie. Il n'est pas nécessaire de rappeler, je l'ai mentionné tout à l'heure, Luigi Pirandello, dans l'œuvre duquel le thème de la pluralité des identités est obsédant et constitue le pivot de sa philosophie. Il a poussé jusqu'à la virtuosité, dit Raymond Baudet dans son livre Destin d'hiver, jusqu'à la virtuosité l'analyse des scissions du moi. Il suffit de penser que 60 de ses œuvres traitent de la scission ou de la perte d'identité. Dans un Personne et 100 000, le titre même suggère le motif. Chacun d'entre nous est porteur d'une pluralité d'identités, une desquelles est clouée par un nom, tandis que les autres sont libres et non nominés. Si vous voyez la partie en noir, en gros, Pierre possède autant de réalités distinctes qu'il connaît d'individus, car il se connaît d'une certaine manière dans ses rapports avec moi, d'une autre avec vous, et avec un tiers, et ainsi de suite. Tout en ayant l'illusion, lui surtout, qu'il est unique pour tout le monde. Alors que Locke, donc, présume de l'unicité de l'identité personnelle, Pirandello nous propose le schéma contraire. L'identité personnelle est multiple, elle dépend de ceux qui nous regardent, et chaque identité prend le dessus sur les autres d'après la personne qui nous observe. Donc ce sont l'observateur et la circonstance, bref, le public qui fixe l'identité. Le sujet dispose de manière infinie d'altérer, changer, échanger, modifier son identité. Les déguisements déjà mentionnés, l'intoxication par des substances comme l'alcool ou les drogues, le jeu, la mise en scène théâtrale, la blague, le mensonge, la tromperie, le carnaval, etc. Face à cette multiplicité déferlante et parfois dangereuse, l'on doit assurer un travail constant pour garder stable son identité. La société, pour sa part, a dû elle aussi mettre sur pied des structures institutionnelles pour stabiliser les oscillations et maîtriser ce que j'appellerais volontiers la part maudite des identités, d'après la puissante formule de Georges Bataille. L'éducation en est une de ces institutions. Elle encourage et prime les identités positives en décourageant les négatives. De même, les religions, qui ont telle une fonction primordiale dans la stabilisation des identités. Dans le christianisme, par exemple, le confessionnal est le bon endroit pour donner la parole à la part maudite et l'isoler de la sorte. Mais pour le reste, elle doit être totalement maîtrisée. Chaque institution, en outre, a inventé ses instruments pour fixer l'identité.
tous les objets qui relèvent de la documentalité relèvent de ce souci. Les cartes d'identité, les registres d'état civil, les photos de police, la fixation de domicile, les empreintes digitales, quelques traits physiques, etc. Dès la naissance, on nous assigne des attributs qui sont destinés à rester les mêmes tout au long de notre vie. Certains d'eux définissent synthétiquement l'identité publique. Notre nom, la date de notre naissance, notre domicile, notre visage, et successivement les numéros de sécurité sociale, etc. Il est significatif, je l'ai dit tout à l'heure, que les documents officiels ne contiennent pas d'informations sur l'identité antérieure, mais que sur l'identité sociale. En tout cas, les traits essentiels de l'identité concernent le corps, qui joue un rôle central dans ce système. Tout ce dispositif, qui est très complexe et qui s'est produit au fur et à mesure, au fil de l'histoire, est créé en fonction du fait que les lois ne peuvent pas s'appliquer à des sujets à l'identité oscillante. Elles ne s'appliquent qu'à des identités précises et stables. Donc, ce sont les lois qui stabilisent notre identité sociale principale. Cela comporte une conséquence primordiale. Une fois fixée, l'identité nous attribue une responsabilité, au sens aussi bien juridique que moral. Cela veut dire que les actes que chacun commet sont reconduits exactement à lui ou elle par le biais de son identité sociale. Par conséquent, c'est bien lui ou elle qui en répond à la lettre. C'est sur la base de l'identité stabilisée que l'on peut repérer par exemple le tueur de quelqu'un, les parents d'un enfant abandonné, les propriétaires d'une voiture impliquée dans un accident, l'héritier légitime d'un patrimoine, etc. Bref, tout ceci permet de dire que l'identité sociale est une invention publique. Dans la modernité, tout ce complexe de faits et de doctrines est incorporé et presque dévoré dans la médiasphère, c'est-à-dire cet environnement qui est actuellement le nôtre, dominé et envahi par les dispositifs numériques personnels et collectifs. Quand elle entre en jeu, la médiasphère change radicalement la donne. La personne n'est plus là en tant que telle, mais elle se met en scène. La toile n'est qu'une scène, en fait, où chacun joue un rôle, ou plusieurs, ce cadre évoquant en même temps Pirandello et Erving Goffman. Le premier, je l'ai dit, tout le monde le sait, a préconisé la multiplicité obsédante des identités. L'autre, dans son essai La mise en scène de la vie quotidienne de 1959, a décrit la vie quotidienne comme un théâtre où ce que l'on voit est toujours un personnage, la personne réelle restant cachée et inatteignable à l'instar d'un noumène kantien. Dans la médiasphère, en effet, l'identité réelle, la vraie, ne compte plus rien. Imaginons-nous, par exemple, la manière dont opère Facebook. Au moment de créer un profil personnel, l'on s'attribue un nom et l'on fournit des informations personnelles, à commencer par une photo. Personne ne contrôle, ni peut le faire. Si les informations données sont véridiques, personne ne sait si la photo représente pour de vrai, oui ou non, le visage du titulaire réel. On peut inventer pratiquement n'importe quel détail, soi-même, même son existence en tant que telle, pour plaisanter comme pour faire des tromperies, par exemple pour tendre des pièges sexuels, comme il arrive très souvent. En outre, on peut multiplier ses propres profils à l'infini, chacun avec des informations détournées, par exemple la liste de ses amitiés qui peuvent être aussi bien véritables que fictives. L'identité, donc, ne permet plus d'identification. Un lien essentiel dans l'histoire s'est complètement liquéfié. Qu'est-ce qui a changé dans ce cadre en ce qui concerne l'identité antérieure? Premièrement, les mécanismes de validation que la société a mis sur pied pour contrôler l'identité personnelle n'existent plus dans la toile, dans la médiasphère,
ou tournent en rond. Par exemple, et par conséquent, la multiplication des identités, passion obscure des humains, peut finalement se déchaîner librement. La part maudite est libre de se manifester. Enfant, se dit-on, là, je peux sans peine être un, personne, et 100 000 pour de vrai. Deuxièmement, devant nous, il n'y a plus de public réel. Il y a bien quelqu'un qui nous observe ou nous follows, mais là, on n'est jamais sûr qu'il s'agisse de personnes réelles. Ceci annule totalement l'effet de stabilisation des identités exercé par la société. Personne ne nous observe. Il n'existe aucune loi, sauf celles qui sont internes au réseau. Il n'y a pas de nom, de domicile, de document, d'empreinte digitale qui soit. En outre, dans la médiasphère, un autre acteur apparaît, invisible mais crucial. C'est le provider du service, c'est-à-dire la société qui l'a créé, qui le gère et qui garde dans ses ordinateurs centraux l'immense masse d'informations que les usagers ont insérées dans leur profil. D'un côté donc, par la médiasphère, la stabilité des identités s'effrite. De l'autre côté, tout ce que chacun poste est suivi de près à tout instant par quelqu'un qui, par ce biais, construit et tient au jour un dossier d'information sur nous-mêmes. Là, on ne peut plus parler, là, d'une identité, car ce terme paraîtrait trop contraignant dans un monde où l'identité n'existe pratiquement plus. De cette manière, la toile crée et attribue à chacun d'entre nous une identité surajoutée, totalement dissociée du corps et de la corporéité. C'est le profil, l'ensemble des informations qui nous concernent, la plupart desquelles insérées par nous-mêmes. L'identité sociale, en substance, est transformée en profil. C'est une identité, le profil, formée par les fragments de ce que nous-mêmes nous avons dit de nous, mais dont nous sommes porteurs sans le savoir. Elle s'est pratiquement détachée de nous et elle circule de manière autonome, quoique asservie à autrui comme un automate. La première chose à se dissoudre dans ce cas est la présence physique, le corps, que j'ai mentionné au fur et à mesure. L'identité physique s'annule, elle est remplacée par des avatars auxquels, parfois, des logiciels spécifiques peuvent attribuer un visage, un dessin animé, peuvent attribuer des intentions, des désirs, des sentiments, des tendances politiques, etc. Par conséquent, l'identification divorce de la physicité, l'identité devient abstraite, car elle consiste plutôt de codes secrets, de mots-clés et d'algorithmes. Cette identité profil rend disponibles des informations sur nous-mêmes qu'elle met en vente sans que nous en soyons conscients. En d'autres termes, elle sert à l'exploitation commerciale des informations privées du titulaire, même pour des initiatives perverses, comme on l'a vu récemment dans le cas du scandale de Facebook. Cela explique, dans la toile donc, l'on est techniquement seul au monde en dépit de la prétendue socialité des médias. À cette situation fait justement allusion l'ouvrage bien connu de la psychologue sociale états-unienne Shirley Turkle, Alone Together, seul mais ensemble, qui souligne la solitude des internautes au moment même où ils croient être en connexion avec le monde entier. Mais cette solitude est aussi la plus grande des libertés. Il n'y a personne qui nous oblige à définir une identité, à contrôler si nos documents correspondent à nous-mêmes, etc. Cela explique pourquoi la toile est le bon terrain pour la dissolution de l'identité réelle et la multiplication des identités fantasmées. Dans le vide social, les identités se multiplient. La part maudite, pour reprendre ce terme, se libère. Quelques-unes de ces identités sont inévitablement méchantes et dangereuses. Menteuses, par exemple, insultantes, agressives, violentes. Le hate speech, le discours de la haine, se développe exactement par effet de la libération de la part maudite,
de la disparition du moi-soleil qui assurait, lui, le contrôle des autres. D'où les manifestations de narcissisme, d'exhibitionnisme, de violence verbale signalées dans le monde entier, d'où la tendance à produire sans cesse des faits inventés, en images, en texte, au seul but de les faire voir ou connaître, d'une confusion systématique entre la réalité et ses représentations présumées, d'où, finalement, l'autobiographisme qui pousse à inventer des vies fantasmées, et de la sorte, les vies aussi se multiplient. En un certain sens, la médiasphère instigue directement la déstabilisation des identités et la création d'identités fictives. Permettez-moi finalement de conclure avec quelques observations sur les effets à longue distance de ce phénomène. Il est évident, tout d'abord, qu'ils affectent surtout les jeunes et les enfants, c'est-à-dire les figures les plus exposées au monde numérique, utilisées sans intermédiation. Le milieu scolaire et éducatif en général en voit énormément augmenter sa responsabilité et l'importance de son rôle, même s'il n'est pas toujours à même de faire face à cet énorme problème. Deuxièmement, l'effritement de l'identité personnelle encouragé par la médiasphère affecte aussi l'identité sociale, en créant d'énormes problèmes juridiques. Comment pourra-t-on, par exemple, faire comparaître en justice quelqu'un qui est accusé d'escroquerie, de chantage ou de diffamation à travers un réseau social si l'identité de cette personne n'existe pratiquement plus? En conclusion, les propriétés que je viens de décrire se font valoir dans une multiplicité de domaines. J'ai déjà évoqué l'effet de stimulation du mimétisme identitaire au niveau individuel. L'on observe ce phénomène aussi dans le domaine politique. C'est par la médiasphère qu'on a créé, par exemple, les mouvements de masse comme les printemps arabes, qu'on a créé des partis politiques comme le mouvement 5 étoiles italien ou l'espagnol Podemos, que se sont diffusés des fake news créés exprès pour influencer les élections américaines et apparemment aussi d'autres élections. Il faut bien se demander, et j'en finis là, si ce phénomène coïncide avec la plus grande liberté comme une partie de ses usagers le croient ou avec un danger permanent. Merci de votre attention. Merci encore à Raphaël Simon et pour ce moment de grande réflexion dont l'actualité est évidemment tout à fait évidente. Et nous venons maintenant à la proclamation, concours et des prix. Et tout d'abord, le prix du concours annuel. Vous savez sans doute que depuis sa création, en fait, depuis la création de la Société littéraire de Bruxelles, qui a précédé la création de l'Académie impériale et royale, Marie-Thérèse d'Autriche a confié l'octroi à cette Société littéraire de 2 prix, l'un pour les sciences, l'autre pour les lettres. Et cette tradition s'est maintenue depuis 1769. Et actuellement, chaque classe peut décerner 6 prix qui répondent à des questions qui sont mises au programme chaque année. Pour cette année, la première question au concours concernait le rôle du mythe en tant qu'élément de cohésion communautaire dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et le prix est décerné à François-Xavier Lavenne, qui est collaborateur scientifique du Centre de recherche sur l'imaginaire à l'Université catholique de Louvain, pour son mémoire « Céline et le grand temps des mythes, de l'engagement politique à la reconstruction de soi par la poétique ». Et je l'invite à venir recevoir Céline.
Deuxième question. La classe des lettres de notre académie demandait une étude relative à la place et au rôle des juristes belges de droit international public sur la scène internationale au XIXe et XXe siècle, et le prix est décerné à M. Vincent Genin, docteur en histoire, assistant à l'Université de Liège, il est Research Scholar au Max Planck Institute de Francfort, et tout cela pour son mémoire intitulé « Le laboratoire belge du droit international, une communauté épistémique et internationale de juristes, 1969-1914 ». Et je l'invite également. Les autres questions du concours de cette année n'ont pas donné lieu à l'attribution du prix. Passons maintenant aux fonds académiques. Les fonds perpétuels qui sont associés à la classe des lettres permettent d'octroyer cette année-ci 10 000 € de prix à 6 lauréats et 3 600 € de subvention. Tout d'abord les prix. Le prix Claude Bacchus. C'est la 7e période triennale. Claude Bacchus est né à Schaerbeek le 24 avril 1910. Il décédera à Bruxelles le 16 mai 1998. C'est un philologue. Il était professeur à l'Université libre de Bruxelles où il a dirigé l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave. Il sera élu correspondant de la classe des lettres et des sciences morales et politiques le 3 décembre 1979, en deviendra membre le 4 février 1991. Claude Bacchus était un spécialiste des littératures polonaises et russes, de l'histoire de la Pologne et de l'histoire des idées en Pologne et en Russie. Par testament, il a fait don à l'Académie d'une somme de 2 millions de francs en belge de l'époque pour créer un prix. Et créé en 1999, le prix Claude Bacchus est destiné à favoriser la publication d'ouvrages scientifiques se rapportant à l'histoire culturelle et en particulier à l'histoire des lettres d'une ou de plusieurs nations européennes ayant eu le latin comme langue de culture. Le sujet doit se rattacher à la période qui va du XVe au début du XIXe siècle. Et le prix est décerné cette année à Madame Nicole Bingen, chargée de cours honoraire à la Haute École Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles, pour son manuscrit aux Escoles d'Outremont, étudiant de la langue française dans les universités italiennes 1480-1599, français, franc-comtois, savoyard, un manuscrit qui paraîtra chez Gros à Genève. Nous la félicitons et je l'invite. Le prix Charles Duvivier, 3e période quinquennale. Charles Albert Duvivier est né à Leus, en Hainaut, le 10 août 1834. Il est décédé à Boisfort le 13 juillet 1909. Professeur à l'Université libre de Bruxelles, lui aussi, bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Bruxelles et près la cour de cassation, il est élu correspondant de la classe des lettres, sciences morales et politiques le 6 mai 1895 et en sera membre le 9 mai 1898. En 1905, à l'occasion de son jubilé au barreau, mais aussi dans l'enseignement universitaire, un groupe de magistrats, de confrères, de collègues, de collaborateurs, d'anciens élèves et d'amis réunissent par souscription une somme destinée à la fondation d'un prix d'histoire auquel ils entendent associer le nom du jubilaire. Créé la même année, au sein de l'Académie royale de Belgique, ce prix est destiné à l'auteur du meilleur travail sur l'histoire du droit belge ou étranger, ou sur l'histoire des institutions politiques, judiciaires ou administratives de la Belgique.
Le prix est décerné cette année à M. Nicolas Simon, chargé de recherche au FNRS, à l'Université catholique de Louvain et professeur invité à l'Université Saint-Louis à Bruxelles pour son manuscrit « Quand légiférer, c'est communiquer. La dynamique de la décision gouvernementale dans les anciens Pays-Bas, environ de 1580 jusqu'à 1610, publié à Bruxelles l'année dernière. » Je le félicite et je l'appelle à recevoir son prix. Le prix Joseph Ouzio. Joseph Ouzio est né le 13 mars 1901. Il est décédé à Celles-les-Dinant le 22 août 1969. Professeur d'humanité et inspecteur de l'enseignement secondaire officiel, il publie de nombreux articles sur la pédagogie du français ainsi que des manuels scolaires. Il est auteur en dialecte de Celles, donc près de Dinant, d'une centaine de contes et poésie. Le Fonds Joseph Ouzio est créé le 3 juillet 1995 par la classe des lettres grâce à un don de son fils, M. Léo Ouzio, secrétaire perpétuel honoraire de notre académie, qui souhaitait de la sorte rendre hommage à la mémoire de son père. Et je voudrais inviter notre secrétaire perpétuel honoraire à nous rejoindre pour remettre le prix personnellement à... nous allons le voir dans un instant, un peu de suspense, mais vous dire que quand en 1994 ce prix est créé, il est destiné, en alternance triennale d'ailleurs, à l'auteur d'un travail de recherche sur la langue française et à l'auteur soit d'une œuvre littéraire en dialecte, soit d'une étude de dialectologie. Cette année, le prix est décerné à M. Jean-Philippe Legrand, qui est dessinateur de presse pour la communication d'entreprise, pour son ouvrage « Camille Gaspard, auteur wallon, vie et œuvre d'un chansonnier ardennais au XXe siècle », publié à Stavelot dans les Mémoires ardennaises en 2017. Et nous le félicitons. Voilà. Nous passons maintenant au prix Henri Lavacherie. Henri Lavacherie est né à Liège le 6 mai 1885. Il décédera à Uccle le 29 novembre 1972. Ethnologue, conservateur en chef des musées royaux d'art et d'histoire, professeur à l'Université libre de Bruxelles, il est élu correspondant de la classe des lettres, des sciences morales et politiques le 9 janvier 1947. Il y sera reçu membre le 4 janvier 1951. Il fut secrétaire perpétuel de notre Académie de 1957 à 1961. En 1934-35, il participa à une mission d'étude des habitants et de l'art de l'île de Pâques, d'où il ramena la statue aujourd'hui conservée, que vous connaissez peut-être, sinon je vous engage à la découvrir ou redécouvrir, la statue qui est conservée aux musées royaux d'art et d'histoire. Le capital du fonds fut constitué ici aussi par des souscriptions réunies lors d'une manifestation organisée en juin 1961 à l'occasion de la retraite d'Henri Lavacherie. Créé en cette même année, ce prix est destiné à récompenser un travail d'ethnologie au sens le plus large, sous la forme soit d'un écrit, soit d'un film, et en français. Le prix est décerné cette année à Madame Isabelle Henrion d'Ourcy, professeure titulaire au département d'anthropologie de l'Université Laval, Québec, pour son ouvrage « Le théâtre haché Iamo, jeux et enjeux d'une tradition tibétaine », publié à Leuven, Paris-Bristol, chez Peters, en 2016. Je pense que c'est M. Marc Guillaume
qui recevra le prix pour Madame Henrion d'Ourcy, et nous le prions de lui transmettre toutes nos félicitations. Prix Léon Leclerc. Léon Leclerc est né à Ixelles le 14 janvier 1866, décédé à Uccle le 31 octobre 1944. C'était un historien, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université libre de Bruxelles, dont il fut recteur entre 1914 et 1920. On lui doit, je voudrais le rappeler, notamment la décision de fermer l'ULB en solidarité avec l'université de Louvain, détruite en 1914. Il fut aussi à l'origine de plusieurs créations au sein de l'Université libre de Bruxelles. En 1919, il crée un enseignement de pédagogie et sera d'ailleurs le président de cette jeune école de pédagogie. Il présidera également à la création de la section d'histoire de l'art et d'archéologie et dirigera la fondation archéologique de cette même université, fondation créée en 1930. Il fut également, certes durant quelques mois, en 1922, ministre des Sciences et des Arts. Beau titre, s'il en est. Il avait été élu correspondant de la classe des lettres et des sciences morales et politiques le 1er décembre 1919 et il fut reçu membre le 2 mai 1922. Léon Leclerc fit un don en 1928 à l'Académie royale de Belgique en vue de la création d'un prix. Ce prix est destiné à récompenser le meilleur travail imprimé ou manuscrit d'histoire de la Belgique ou d'histoire générale, œuvre de début d'un jeune historien belge ou ressortissant de l'Union européenne, désormais. Léon Leclerc avait en effet, je vous le rappelle, écrit plusieurs manuels, dont un célèbre manuel d'histoire de Belgique, surnommé par les étudiants le Petit Leclerc. Le prix est décerné cette année à M. Quentin Jouan, consultant stratégie et opération pour le service public de Deloitte, Belgique, et collaborateur scientifique à l'Université catholique de Louvain pour sa thèse « L'européanisation des syndicats belges et allemands entre droit, imaginaire et politique 1972-1985 », une thèse soutenue en l'Université catholique de Louvain durant l'année académique 2016-2017. Et j'invite M. Jouan à recevoir son prix. Enfin, le prix Arthur Mergelin. Arthur Mergelin, qui est né à Ypres le 9 mars 1853, il décédera à Wulveringen le 14 juillet 1908. Archiviste à la ville de Furnes et à celle de Ypres, collectionneur, antiquaire et mécène, il fut bourgmestre de Wulveringen. Par testament, il lègue à l'Académie d'une part son hôtel particulier, hôtel de maître de la rue de Lille à Ypres, qu'il avait acheté en 1892 et qui devient immédiatement un musée public, ainsi que des propriétés en Flandre occidentale dont le revenu permet la création d'un prix. Créé en 1996 et décerné en alternance par la classe des arts et par la classe des lettres, le prix Arthur Mergelin couronne une œuvre accomplie dans le domaine de la généalogie et de l'histoire des familles. Il est décerné cette année à M. Paul-Henri Gendebien, ancien député, pour son ouvrage « Histoire d'une famille, les Gendebien au temps des révolutions et des guerres européennes », publié à Neuchâteau en 2017. Je l'invite à venir recevoir son prix et nous l'en félicitons.
Le fonds Camille liégeois est créé en 1936 grâce à un don fait à l'Académie par ce directeur général au ministère de l'Instruction publique à la suite de la souscription effectuée à l'occasion de son jubilé administratif. Ce fonds subventionne des recherches ou des voyages scientifiques de Belges âgés de moins de 35 ans. La subvention est décernée alternativement tous les 3 ans par la classe des sciences et par la classe des lettres. Elle est attribuée cette année à Madame Marie Linos, aspirante du FNRS, doctorante à l'Université libre de Bruxelles, afin de financer un séjour de recherche aux États-Unis dans le cadre de sa thèse de doctorat en histoire sur l'univers des sciences sociales durant l'entre-deux-guerres et plus exactement sur l'Encyclopedia of the Social Sciences. Elle est excusée pour les raisons que vous avez à l'écran. Elle est à l'étranger. Le fonds Françoise-Marie Pémence. Françoise-Marie Pémence est née à Etterbeek le 23 mai 1952. Elle décédera à Uccle, qui décidément ne porte pas chance, le 16 août 2012. Historienne, elle était responsable des archives du service public fédéral Affaires étrangères. Françoise Pémence œuvra pour le rapatriement des archives belges emportées par les nazis pendant la Seconde Guerre, puis transportées à Moscou par les soviétiques. Le fonds est constitué par un lait. Le fonds Françoise-Marie Pémence est créé en 2015, grâce au lait de cette historienne, responsable des archives, comme je le disais. Et cette année, une subvention de 1 000 € est accordée à M. Raphaël Pedemonte, assistant postdoctoral à l'Université de Gand, afin de financer partiellement un séjour de 2 mois à Cuba dans le cadre d'un projet de réévaluation de l'histoire de la révolution cubaine dans une perspective internationale. Il est excusé parce qu'à l'étranger. Une autre subvention est accordée à M. Walter Leclerc, collaborateur scientifique à l'Université libre de Bruxelles et fellow de la Society of Antiquaries of Scotland, afin de financer un séjour de recherche à Paris dans le cadre d'un projet d'étude de la correspondance scientifique belge dans le domaine de la préhistoire et de l'intégration des savants belges dans le réseau scientifique préhistorien international. Et nous félicitons M. Leclerc, que j'invite à recevoir sa subvention, en tout cas recevoir les félicitations de la classe. C'est le compte de M. Walter qui recevra la subvention. Une autre subvention est octroyée à Mme Catarina Pitase Fragoso, doctorante en philosophie à l'Université catholique de Louvain, afin de financer un séjour de recherche de 15 jours à la Fondation Rowntree à Londres, dans le cadre de sa thèse sur le concept de pauvreté en relation avec la théorie des capacités de Amartya Sen, dont on a vu un extrait très rapidement tout à l'heure. Voilà, nous vous félicitons. Et enfin, une dernière subvention pour Madame Élise Recheazi, et vous m'excuserez la prononciation, aspirante au FNRS, à l'Université catholique de Louvain pour financer un séjour de recherche à Berlin dans le cadre de sa thèse sur le contre-espionnage allemand en pays occupés du front ouest durant la Première Guerre mondiale. Et nous l'en félicitons. Enfin, le comité d'histoire Pro Civitate, succédant au comité d'histoire du Crédit communal de Belgique et de Dexia Bank, et fonctionnant désormais au sein de l'Académie royale de Belgique et de la Koninklijke Vlaamse Academie van België, décerne annuellement un prix pour couronner une thèse de doctorat inédite qui constitue une contribution originale et importante
à l'histoire des villes et communes situées dans les limites de la Belgique actuelle ou dans les principautés qui en firent partie. La période chronologique prise en considération s'étend de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Depuis 2009, le prix est attribué les années paires à un travail du régime linguistique francophone et les années impaires à un travail du régime linguistique néerlandophone, dont l'auteur, chaque fois, est porteur, depuis 5 ans au plus, d'un diplôme de docteur en sciences humaines. Le prix a été décerné cette année, ex aequo, à M. Thibaut Jacobs, docteur en histoire de l'Université libre de Bruxelles pour sa thèse intitulée « L'hôpital dans les villes du Brabant, usages politiques, sociaux et économiques d'un phénomène urbain », thèse soutenue en 2017-2018, et nous l'en félicitons. Voilà, il est là. Ex aequo, je le disais, avec Madame Lise Saussu, collaboratrice scientifique au Centre de recherche d'archéologie nationale de l'Institut des civilisations, arts et lettres à l'Université catholique de Louvain, pour sa thèse intitulée « La métallurgie du cuivre dans les villes médiévales des Flandres et des environs, 13e, 15e siècle, hommes, ateliers, techniques et produits, l'exemple de Douai », thèse soutenue à l'Université catholique de Louvain en 2017-2018. Et Madame, voilà, elle est là et nous la félicitons. Cette année, et nous ne pouvons que nous en réjouir, la classe n'a à déplorer aucun décès, et donc probablement qu'aucun académicien n'a plus habité Uccle. En revanche, le fait qu'on puisse être admis à l'éméritat a libéré un certain nombre de fauteuils, et la classe a pu élire 4 membres titulaires, dans les personnes d'Alain Dirkens, historien, professeur à l'Université libre de Bruxelles, Justine Lacroix, politologue, professeur également à l'Université libre de Bruxelles, Jean Leclerc, philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain, et Madame Laurence Van Ypersele, historienne, professeure à l'Université catholique de Louvain également. Et 3 membres associés, Madame Katriona Seth, philologue. Ah non, oui, voilà. Par ordre alphabétique, et non par courtoisie. Monsieur Raoul Delcorde, diplomate, ambassadeur de Belgique au Canada, professeur à l'Université catholique de Louvain. Ah, Monsieur Chin Yaking, politologue, président de la China Foreign Affairs University à Pékin. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, Madame Katriona Seth, philologue, Marshall Falk Professor of French Literature and a Fellow of All Souls, collège bien connu de l'Université d'Oxford. Ceci clôture les proclamations, ceci clôture également notre séance publique de la classe des lettres des sciences morales et politiques, mais je suis certain qu'un certain nombre de conversations pourront se dérouler avec beaucoup de plaisir, avec notamment nos conférenciers de la séance publique, que je voudrais une fois de plus remercier. Merci à Monique Muntopchi, à la directrice de la classe. Merci bien évidemment à Raphaël et Simone. Et je vous invite à la Galerie de Marbre pour un cocktail qui ponctue traditionnellement la séance publique de la classe. Je vous remercie.